Donc, la prochaine présentation sera faite par Aline Michel. Donc oui, je vais vous parler donc des groupes préordonnés. Particulièrement, je vais parler d'un article qui a été coécrit avec Marine Ogran, qui s'appelle Théorie des torsions et revêtement des groupes préordonnés. Donc je vais commencer par décrire la catégorie des groupes préordonnés et vous donner quelques propriétés qui sont intéressantes pour la suite. Puis ensuite, on va découvrir une théorie des torsions dans ce contexte. Et on va utiliser cette théorie de torsion pour caractériser le revêtement dans ce contexte, dans le contexte des groupes préordonnés. Et enfin, à la fin de cette présentation, je vais aussi parler d'une généralisation des résultats qu'on aura vus pour le contexte général des groupes. Alors tout d'abord, la catégorie des groupes préordonnés. Donc qu'est-ce qu'un groupe préordonné? C'est la donnée d'un groupe. Alors ici, on utilise la notation additive, mais il ne s'agit pas forcément d'un groupe abélien. Donc on a un groupe qui n'est pas nécessairement abélien, qui est muni d'un préordre, c'est-à-dire une relation qui est à la fois réflexive et transitive, et ce préordre doit être compatible avec la loi d'addition du groupe. Donc si on a A plus petit que C, D plus petit que D dans le groupe G, alors A plus P est plus petit que C plus D. Alors un exemple très facile de groupe préordonné, c'est le groupe des entiers avec l'ordre habituel. Alors ici, ce préordre, il est en plus antisymétrique, donc c'est en fait un ordre partiel, et donc ce groupe préordonné en particulier ici, c'est un groupe partiellement ordonné. Alors ensuite, les morphismes de groupes préordonnés. C'est un morphisme groupe préordonné, c'est un morphisme de groupe, donc entre les deux groupes sous-jacents, qui préserve le préordre. C'est-à-dire si on a A plus petit que B dans G, alors A de A est plus petit que F de B dans le groupe H. Et donc on obtient ainsi la catégorie des groupes préordonnés. Alors cette catégorie, elle est en fait isomorphe à une autre catégorie, dont la formulation en fait est plus simple à utiliser dans les démonstrations, etc. Donc les objets de cette catégorie sont donnés par les paires G, PG, où G est un groupe et PG est un sous-monoïde de G stable par conjugaison dans G. Et ce PG, il est appelé le cône positif de G. C'est pour ça qu'on note PG, c'est pour positif. Et alors on a ensuite les morphismes. Donc si on a deux objets, donc ici donc GPG, HPH, donc avec les flèches d'inclusion pour l'inclusion du sous-monoïde dans le groupe, eh bien, une flèche de GPG vers HPH est donnée par une paire F, F bar, où F est un morphisme de groupe, F bar est un morphisme de monoïde, et le carré commute. Donc, autrement dit, la restriction de F au cône positif PG prend sa valeur dans PH. Donc, on dit aussi que F se restreint au cône positif. Et donc, oui, c'est la catégorie des groupes préordonnés, donc isomorphe à cette catégorie. Et comme je l'ai déjà dit, cette notation, cette formulation pour la catégorie est plus agréable à utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette notation dans le papier. Et c'est aussi cette formulation qu'on va privilégier pour cette présentation. Alors maintenant, quelques sous-catégories pleines intéressantes. Donc, on a tout d'abord la sous-catégorie des groupes partiellement ordonnés. Donc, j'ai déjà donné un exemple. Donc, les objets de cette sous-catégorie sont donnés par les groupes préordonnés dont le préordre est antisymétrique. Et avec la formulation alternative, ces objets correspondent aux paires G et G, donc où G est un groupe et G est un sous-monoïde de G stable par conjugaison dans G, mais PG est en plus un monoïde réduit, ce qui signifie que le seul élément dans PG qui a aussi son opposé dans PG, c'est le neutre. Ensuite, nous avons la sous-catégorie pleine dont les objets sont donnés par les groupes préordonnés dont le préordre est cette fois symétrique. Est-ce que ça signifie, c'est équivalent à dire que l'application d'inversion du groupe est en fait aussi monotone. Donc il n'y a pas seulement juste l'application somme qui est monotone, mais aussi l'application inversion. Donc en fait, cette sous-catégorie, c'est la sous-catégorie, c'est la catégorie des groupes internes dans les ensembles préordonnés. Et donc c'est pour ça que je voulais mentionner le fait que du coup, la catégorie des groupes préordonnés, c'est pas la catégorie des groupes internes aux ensembles préordonnés, puisque en fait, il s'agit d'une sous-catégorie. Et avec la notation alternative, les objets de cette sous-catégorie correspondent au groupe GPG, où PG est un groupe, donc un sous-groupe normal ici de G. Troisième sous-catégorie, c'est la sous-catégorie des groupes préordonnés dont le préordre est la relation indiscrète. C'est-à-dire que A est plus petit que B pour tout AB dans le groupe G. Et avec, de nouveau, la formulation alternative, ces objets correspondent aux paires de la forme GG, où G est un groupe. Donc,
les groupes préordonnés dont le cône positif est le groupe lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on note cette sous-catégorie groupe, c'est parce que c'est une sous-catégorie qui est isomorphe à la catégorie des groupes. Alors, ensuite, les groupes préordonnés ils ont été étudiés d'un point de vue catégorique par Clementino, Martins Ferreira et Montoli en 2019. Ils ont notamment montré que c'est une catégorie qui est complète et co-complète, également pointée, donc avec objet 0 qui est donné par le groupe trivial et le préordre trivial, et, de manière alternative le cône positif trivial. Donc, vu qu'on a une catégorie pointée, on peut décrire les noyaux, conoyaux et suites exactes courtes dans ce contexte. Donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, on considère pour ça une suite de flèches composables, donc K bar suivi de F bar, et on va caractériser les noyaux. Donc, K bar est le noyau de F bar dans la catégorie des groupes préordonnés, c'est seulement si K est le noyau de F dans la catégorie des groupes, et le carré de gauche, donc le carré P, est un produit fibré, un pullback, dans la catégorie des monoïdes. Et ça, c'est équivalent à dire que K est le noyau de F dans la catégorie des groupes, et K bar est le noyau de F bar dans la catégorie des monoïdes. Donc, autrement dit, prendre les noyaux dans la catégorie des groupes préordonnés, c'est très facile. Il suffit de prendre les noyaux aux deux niveaux, au niveau des groupes et au niveau des monoïdes. Pour les conoyaux, c'est différent, puisque F bar est le conoyau de K bar. C'est seulement si F est le conoyau de K dans la catégorie des groupes, et F bar est juste surjective. Donc F bar n'est pas forcément le conoyau de K bar. Et alors, la suite, donc ici, est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes préordonnés. Si et seulement si la suite ici en bas est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes, le carré P est un produit fibré dans la catégorie des monoïdes, et F bar est surjective. Et donc, avec la formulation, l'équivalence ici que j'ai mentionnée pour les noyaux, ça revient à dire que la suite ici en bas est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes. K bar est le noyau de F bar dans la catégorie des monoïdes, et F bar est surjective. Et donc, on n'a pas nécessairement une suite exacte courte au niveau des cônes positifs. En fait, c'est le cas pour certains exemples très particuliers de suites exactes courtes. Et d'ailleurs, je vais vous en donner un plus tard dans la présentation. OK. Donc maintenant, quelques propriétés qui ont été démontrées par Clementino, Martins Ferreira et Montoli. Donc, dans la catégorie des groupes préordonnés, nous avons que les morphismes de descente effective, que je ne vais pas définir ici, coïncident précisément avec les épimorphismes réguliers. Et que la catégorie des groupes préordonnés est une catégorie normale, au sens de Zurab Genelitz, c'est-à-dire qu'elle est pointée, comme je l'ai déjà dit, elle est régulière, et dans ce contexte, on a que les épimorphismes réguliers sont des conoyaux, c'est-à-dire les conoyaux de leur noyau. Donc c'est une catégorie normale, en particulier régulière. Par contre, elle n'est pas barre exacte, malheureusement, puisque Clementino, Martins Ferreira et Montoli ont trouvé un exemple de relation d'équivalence dans ce contexte qui n'est pas effective. Donc elle n'est pas barre exacte, par contre, elle conserve, comme je l'ai précisé, une propriété intéressante, très importante en fait, des catégories barre exacte, à savoir que les morphismes de descente effective sont précisément les épimorphismes réguliers, c'est-à-dire dans le contexte normal, les conoyaux. Et comme on connaît les conoyaux, en fait, les conoyaux ont une description assez simple, ils sont donnés par les morphismes F bar, où F est un conoyau dans la catégorie des groupes, et F bar est surjective. Donc on a du coup une description très très simple pour les morphismes de descente effective. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire à propos de la catégorie des groupes préordonnés. Et maintenant on va développer une théorie de torsion dans ce contexte. Pour ça, je vais juste rappeler ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, une théorie de torsion. Ce que c'est donc une théorie de torsion dans le contexte normal. Donc une théorie de torsion dans une catégorie normale est donnée par une paire TF de sous-catégorie pleine et remplie de la catégorie C, telle qu'on ait deux conditions qui soient satisfaites. La première, c'est que la seule flèche de tout objet T de la sous-catégorie T vers tout objet F de la sous-catégorie F est en fait la flèche 0. Et la deuxième, c'est que pour tout objet C de la catégorie C, on peut construire une suite exacte courte de cette forme aussi, donc où l'objet au milieu, c'est l'objet C,
L'objet noyau, c'est dans la sous-catégorie T, et l'objet conoyau est dans la sous-catégorie F. Donc, la sous-catégorie T est appelée sous-catégorie de torsion, et la sous-catégorie F, sous-catégorie sans torsion. Et donc, la terminologie vient de la terminologie qui est utilisée dans le cas abélien, puisque dans la catégorie des groupes abéliens, on a une théorie de torsion où la sous-catégorie de torsion est donnée par la catégorie des groupes abéliens de torsion, et la sous-catégorie sans torsion est donnée par la sous-catégorie des groupes abéliens de torsion, sans torsion. Alors, à propos des théories de torsion, en fait, on a deux propriétés intéressantes. Enfin, on a plus que deux propriétés intéressantes, puisque ces théories de torsion ont été étudiées par de nombreux auteurs. En tout cas, pour ce qu'on va utiliser, on a deux propriétés intéressantes. La première, c'est que cette suite exacte courte, donc du point 2, elle est en fait unique à isomorphisme près. Et ensuite, c'est que toute théorie de torsion dans une catégorie normale induit deux foncteurs. Donc le premier, noté F, va de la catégorie C vers sa sous-catégorie sans torsion, et le deuxième, noté T, va de la catégorie C vers sa sous-catégorie de torsion. Donc le foncteur F en fait, peut montrer que c'est un réflecteur normal épi, et le foncteur T, un coréflecteur normal mono. Alors, réflecteur normal épi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que F est un réflecteur, et normal épi, ça signifie que toute composante de l'unité de l'adjonction entre le foncteur F et le foncteur d'inclusion est un épimorphisme normal. Et ici, la C composante de l'unité de l'adjonction, c'est donné par le morphisme état C dans la suite exacte courte, et c'est bien un épimorphisme normal. Et alors, pour coréflecteur normal mono, c'est juste la notion dual. Donc, on peut montrer que la C composante de la co-unité de la coréflexion est donnée par ce morphisme epsilon C dans la suite exacte courte. Alors maintenant, revenons aux groupes préordonnés. Donc, dans le contexte des groupes préordonnés, on a une théorie de torsion qui est donnée par donc cette paire ici. Donc, je rappelle que cette sous-catégorie groupe, c'est la sous-catégorie des groupes préordonnés où le cône positif, c'est le groupe lui-même. Et ici, on a la sous-catégorie des groupes partiellement ordonnés, c'est-à-dire des groupes préordonnés dont le cône positif est un monoïde réduit. Alors, je ne vais pas démontrer cette proposition entièrement, je vais juste me concentrer sur la deuxième condition de la théorie de torsion. Donc, construire pour tout groupe préordonné une suite exacte courte, comme on avait vu. Donc, pour ça, on considère un groupe préordonné GPG quelconque, et on va considérer un sous-ensemble de G, le sous-ensemble des éléments N dans G, tel que N se trouve dans le cône positif, et son opposé aussi. Donc ça, c'est le sous-ensemble NG. Et on peut montrer que NG, en fait, c'est un sous-groupe normal de G, de sorte que cette suite ici est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes. Donc KG, c'est l'inclusion de NG dans G, et état G, c'est juste le quotient canonique, le morphisme canonique. Alors maintenant, on considère ce diagramme. Donc ici, en bas, c'est juste la suite exacte courte qu'on vient de construire. Au milieu, c'est l'inclusion du cône positif PG dans le groupe. À gauche, nous avons NG et l'inclusion KG bar dans PG, de sorte que ce carré ici commute bien. Et puis à droite, nous avons la factorisation épirégulier mono de l'inclusion suivie du quotient canonique, de sorte que ce carré commute également par définition de factorisation. Et alors on peut montrer que NG est bien un groupe préordonné, ça c'est pas très compliqué, et on peut également montrer que G quotienté par NG avec cône positif donné par état G de PG, c'est également un groupe préordonné, de sorte que ceci est une suite de morphismes composables dans la catégorie des groupes préordonnés. Mais c'est plus que ça, puisqu'en fait c'est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes préordonnés. Pourquoi? Simplement par construction, puisque la suite ici est une suite exacte courte dans la catégorie des groupes. Le carré ici à gauche est bien plus bas dans la catégorie des monoïdes, et état G bar est surjectif par construction. Donc, étant donné un groupe préordonné GPG, on a construit une suite exacte courte. Ce qui reste à montrer, c'est que l'objet noyau est bien dans la sous-catégorie groupe, et ça c'est le cas puisque le cône positif coïncide avec le noyau, avec le groupe. Et ensuite, il faut encore montrer que l'objet ici, l'objet conoyau, est un groupe partiellement ordonné. Et ça, je vais pas le faire ici,
puisque j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, quoi qu'il en soit, on a du coup une théorie de torsion dans la catégorie des groupes préordonnés. Et grâce au rappel que je viens de faire, nous obtenons donc que la sous-catégorie des groupes partiellement ordonnés, donc réflexive dans la catégorie des groupes préordonnés, et que toute composante de l'unité de cette adjonction est un épimorphisme normal. Et donc maintenant, on va partir de cette réflexion pour caractériser donc les revêtements dans la catégorie des groupes préordonnés qui sont relatifs donc à cette réflexion. Donc pour ça, je vais faire un rappel sur le système de factorisation, ce système de factorisation monotone light aussi. Donc je vais essayer d'être assez bref, le plus possible. Donc un système de factorisation sur une catégorie quelconque C, c'est donné par une paire TFEM de classes de flèches de la catégorie C, telles que tout d'abord tout isomorphisme soit dans les deux classes, les deux classes soient stables par composition, toute flèche de C se factorise par une flèche dans la classe E suivie par une flèche dans la classe M. Et ensuite, pour tout carré commutatif de cette forme ici, où le morphisme E est dans la classe E et le morphisme M est dans la classe M, il existe un unique morphisme phi qui fait commuter donc les deux triangles, ici et là. Alors, dans le cas d'une catégorie régulière, si on prend E qui est la classe des épimorphismes réguliers et M la classe des monomorphismes, ça nous donne un exemple du coup de système de factorisation. Le cas particulier que je voudrais maintenant mentionner, qui est en lien du coup avec ce qu'on va faire, c'est le cas où la catégorie C a une sous-catégorie pleine, réflexive, F, telle que le réflecteur F est semileft exact. Alors je vais vous expliquer ce que c'est semileft exact, mais dans ce cas, Cassidy et Berry-Kelly ont montré qu'on obtient de manière naturelle un système de factorisation EM, où les deux classes EM sont définies comme je vais les définir maintenant. Donc E, c'est la classe des morphismes M, F de C, tel que F de F est un isomorphisme, et M, c'est la classe des morphismes F de C, tel que ce carré ici est un produit fibré. Donc, état A et état B étant les A et B composantes de l'unité de cette adjonction. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour le réflecteur F d'être semileft exact? Eh bien, ça signifie qu'il préserve tous les pullbacks de cette forme-ci, donc où, comme avant, état B, c'est la B composante de l'unité de l'adjonction entre le réflecteur F et le foncteur d'inclusion, et F, c'est toute flèche dans la sous-catégorie F. Alors, je ne vais pas utiliser cette définition explicitement dans l'exposé plus tard, c'est juste à titre informatif que je voulais donner. En tout cas, ce qui est important, c'est que le réflecteur F est en fait semileft exact, si et seulement si il est admissible au sens de la théorie catégorique de Galois. Et dans ce contexte, on a alors que M, c'est la classe des revêtements triviaux. Donc ça, c'est la classe des revêtements triviaux. Maintenant, on va voir ce que c'est la classe des revêtements. Donc pour ça, on va partir des deux classes EM, donc du système de factorisation EM, et définir deux nouvelles classes à partir de celle-ci. Donc on a la classe E', c'est la classe des flèches de C, donc des flèches F de C, telles que le pullback de F le long de n'importe quelle flèche de C soit à nouveau dans E. Donc on dit en fait que les flèches de E' sont obtenues par stabilisation de la classe E. Donc ici, oui, ça c'est la notation pour le pullback de F le long de G. Et alors on a la classe M étoile, qui est la classe des flèches F de C, pour laquelle il existe un morphisme descente effective P, tel que le pullback de F le long de P soit à nouveau dans M. Et donc on dit que les flèches de M étoile sont obtenues par localisation de la classe M. Et dans ce contexte, M étoile, en fait, c'est la classe des revêtements. Et donc une question qu'on se pose assez souvent dans ce contexte, c'est sachant que la classe EM, que la paire EM est un système de factorisation, est-ce que la paire E' M étoile est à nouveau un système de factorisation? Et la réponse, très souvent, est négative, mais dans beaucoup de cas, elle est quand même positive, et dans ce cas, on dit que la paire E' M étoile forme un système de factorisation monotone light. Donc, un système de factorisation monotone light, c'est un système de factorisation qui est obtenu à partir d'un autre système de factorisation en stabilisant la première classe et localisant la deuxième. Donc voilà pour
ça le rappelle. Et donc, le but pour la suite de la présentation, ça va être de caractériser, dans le contexte des groupes préordonnés, ces deux classes, E' et M étoile, aussi les deux classes E et M, en fait, d'ailleurs, et ensuite de montrer que la paire E', M étoile est en fait un système de factorisation monotone light. Donc pour ça, on va revenir à la réflexion qu'on a découverte la deuxième section de l'exposé, et qui dit que en fait, la catégorie des groupes préordonnés a une sous-catégorie pleine réflexive qui est donnée par la catégorie des groupes partiellement ordonnés. Et donc si on montre que le réflecteur F, ici, est semi-left exact, alors grâce à Cassidy et Berkeley, on obtiendra un système de factorisation EM. Alors en fait, on a montré effectivement dans l'article que ce réflecteur F est bien semi-left exact en utilisant la définition, donc vraiment à la main. Mais en fait, ce résultat, c'est la conséquence d'un résultat plus général qui dit que le réflecteur induit par toute théorie de torsion dans une catégorie normale est toujours semi-left exact. Et comme le réflecteur F est bien induit par une théorie de torsion dans la catégorie normale des groupes préordonnés, il est donc semi-left exact, et donc par Cassidy et Berkeley, il induit un système de factorisation EM, donc où E c'est la classe des morphismes qui sont inversés par le réflecteur F, et M c'est la classe des revêtements triviaux. Et ces deux classes peuvent être décrites plus précisément dans le contexte des groupes préordonnés. Alors, par manque de temps, je vais juste me concentrer sur la classe M, donc la classe des revêtements triviaux. Alors, donc on a une flèche F bar. F bar est dans la classe M, c'est-à-dire est un revêtement trivial, si et seulement si la restriction de F à NG est un isomorphisme. Donc NG, je rappelle que c'est l'ensemble des X dans G, les éléments X de G, tels que X est dans PG et son opposé est également dans PG. Et on avait vu que c'était un sous-groupe normal de G. Donc ça, c'est la caractérisation des revêtements triviaux dans le contexte des groupes préordonnés. Alors, je ne vais pas faire la preuve, je vais juste énoncer le lemme qui permet de faire la preuve. Puisqu'en fait, il suffit, une fois qu'on a le lemme, la preuve est très facile. Donc, pour pouvoir énoncer le lemme, revenons donc à la suite exacte courte qu'on avait construite dans la preuve de la théorie de torsion. Donc, le lemme, il dit que la suite, ici, au niveau des cônes positifs, elle est en fait, c'est une suite exacte courte dans le contexte, dans la catégorie des monoïdes. Donc, voici un exemple, l'exemple que j'avais mentionné au tout début de mon exposé, un exemple donc de suite exacte courte dans la catégorie des groupes préordonnés, où on a non seulement une suite exacte courte au niveau des groupes, mais aussi au niveau des monoïdes. Et alors, deuxième point du lemme, c'est que le carré de droite est en fait un pullback dans la catégorie des monoïdes. En fait, pour prouver la proposition, donc la caractérisation des revêtements triviaux, on a juste besoin du deuxième point de ce lemme. Notamment, je voulais mentionner le premier aussi, parce que c'est intéressant par rapport aux suites exactes courtes, et aussi parce que en fait, les deux se montrent simultanément, en même temps. Et d'ailleurs, ils se montrent en utilisant des résultats de base à propos des extensions spéciales de Schreier dans la monoïde. Alors, donc, voilà, on a la caractérisation des revêtements triviaux, maintenant. On veut avoir une caractérisation de tous les revêtements. Et donc, ça, c'est le théorème qu'on va démontrer. Donc, on va montrer que la paire E' M étoile est un système de factorisation monotone light. Et on va montrer que les deux classes, en fait, ont une description assez simple. Donc, E', c'est la classe des épimorphismes normaux dont le noyau est dans la sous-catégorie groupe, donc la sous-catégorie sans torsion, de torsion. Et ensuite, M étoile, c'est la classe des flèches dont le noyau est partiellement ordonné, donc dans la sous-catégorie sans torsion. La preuve, en fait, consiste à juste montrer deux propositions intermédiaires qui sont appelées conditions N et conditions C, et puis de directement appliquer un théorème qui a été démontré par Eberhard et Gran. Donc, en fait, les conditions N et conditions C, c'est juste les hypothèses à vérifier pour pouvoir appliquer ce théorème. Donc, la condition N, donc elle dit que pour tout monomorphisme normal, I bar, dans la catégorie des groupes préordonnés, si on précompose avec le morphisme K bar, qui est donc la KPK composante de la co-unité qui est induite par la théorie de torsion. Donc, c'est la KPK composante
de la counité de cette coréflexion, eh bien, la composée K bar, II bar est toujours un monomorphisme normal. Donc, la preuve n'est pas très compliquée. Il suffit de se rappeler de la description des noyaux par la catégorie des groupes préordonnés que j'ai mentionné au début de l'exposé. Alors, du coup, ça c'est la condition N. N, c'est pour, du coup, normalité. Et maintenant, nous avons la condition C. C, c'est pour covering en anglais. Et elle dit quoi, la condition C? Elle dit que pour tout groupe préordonné GPG, on peut construire un groupe partiellement ordonné HPH, ainsi qu'un morphisme de descente effective, FF bar, qui va de HBH dans GPG. Alors, je vais faire la démonstration en expliquant comment faire la construction, mais je vais pas faire vraiment tout le détail des vérifications. Donc, on part d'un groupe préordonné GPG, et on va construire HPH de la manière suivante. Donc, H, ça va être le produit du groupe des entiers avec le groupe G, donc en tant que groupe, et PH, ça va être le produit des naturels avec le point positif PG, mais auquel on va retirer tous ces couples 0G, où G est différent de 0. Et alors on peut montrer que HPH est un groupe partiellement ordonné, c'est-à-dire tout d'abord un groupe préordonné, et puis tel que PH est en fait un monoïde réduit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a enlevé tous ces éléments 0G, c'est pour que pH soit un monoïde réduit. C'est-à-dire que le seul élément dans pH qui a son inverse dans pH, c'est juste 0, 0, le neutre de H. Alors ensuite, pour construire le morphisme de descente affective FF bar, on va considérer donc F, la projection sur la deuxième composante. Autrement dit, F de ZG est égal à G pour tout ZG dans H. Et on peut montrer que si on restreint F à pH, donc si on considère F bar, donc la restriction de F à pH, F bar prend ses valeurs dans PG. Donc on a du coup que la paire FF bar est un morphisme dans la catégorie des groupes préordonnés. Et F et F bar sont tous les deux surjectifs, donc ça veut dire que la paire FF bar est du coup un conoyau dans la catégorie des groupes préordonnés, c'est-à-dire un morphisme de descente effective grâce à Clementino, Martins Ferreira et Montoli. Et donc ça, c'est la preuve de la condition C. Donc vu qu'on a condition N et condition C, on peut appliquer le théorème de Ebrard-Tegran qui dit que si on a une théorie de torsion TF dans une catégorie normale C, donc avec le système de factorisation EM qui est associé, et si on vérifie les deux conditions N et C qu'on a vérifiées pour les groupes préordonnés, alors on obtient que la paire E' M étoile est un système de factorisation monotonite et que E' est décrit comme l'ensemble par la classe des épimorphismes normaux de C dont le noyau est dans la sous-catégorie de torsion et M étoile la classe des flèches dont le noyau est dans la sous-catégorie sans torsion. Donc, alors, je vais pas démontrer ce théorème. Par contre, je voulais juste justifier un point de la preuve de ce théorème. C'est-à-dire que pour montrer que la paire E' M étoile est un système de factorisation monotonite, en particulier, il faut montrer que toute flèche de la catégorie normale C se factorise par un morphisme dans la classe E' suivi par un morphisme dans la classe M étoile. Et je voulais juste montrer que la factorisation, en fait, s'obtient de manière assez naturelle dans le contexte normal. Donc, pour ça, considérons toute flèche F dans la catégorie C. Pour obtenir la factorisation, on va prendre le noyau K de F, puis on va prendre ici epsilon K, qui est du coup la K composante de la co-unité de la corréflexion qui est induite par la théorie de torsion TF, et on va considérer ensuite la composée K epsilon K. Grâce à la condition N, ici, on obtient que K epsilon K est un monomorphisme normal. De sorte que si on considère le conoyau E de cette composée, en fait, ceci est une suite exacte courte, puisque dans le contexte normal, tout conoyau est le conoyau de son noyau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on considère la flèche M qui est induite par la propriété universelle des conoyaux pour obtenir du coup une factorisation de M, de F. Alors, E, on voit bien qu'il est dans la classe E', puisque c'est un épimorphisme normal dont le noyau est dans la seule catégorie de torsion. Et donc, il reste à montrer que M est dans la classe M étoile, c'est-à-dire que son noyau est dans la catégorie sans torsion. Donc, pour ça, on prend le noyau M
de M, donc A', et on considère le morphisme induit R, donc le morphisme qui est induit par la propriété universelle des noyaux. Alors, on peut montrer que le carré ici est un pullback dans la catégorie C, et comme la catégorie C est une catégorie normale, les épimorphismes réguliers sont stables par pullback, et donc on obtient que R est un épimorphisme régulier. On peut également montrer que epsilon k est un noyau pour R, de sorte que ceci est une suite exacte courte dans la catégorie C. Mais puisqu'on a une théorie de torsion TF dans la catégorie C, on a également que la suite T de K, K, F de K, donc on a du coup la flèche epsilon K et puis eta K, pour eta K qui est l'unité, la K composante de l'unité de l'adjonction induite par la théorie de torsion. Et on a vu que cette suite exacte courte, elle est unique à isomorphisme près, de sorte que, en fait, à isomorphisme près, R c'est eta K et K' c'est F de K. Et donc, du coup, on a bien que le noyau de M est dans la sous-catégorie sans torsion. Donc ça montre bien que F se factorise par un morphisme dans la classe E' suivi par un morphisme dans la classe M étoile. Donc ça, c'était juste pour justifier un point de la démonstration de ce théorème. Et donc maintenant, bien sûr, on va appliquer ce théorème au cas où la catégorie normale, c'est la catégorie des groupes préordonnés, puisque dans ce contexte-là, on a bien une théorie de torsion qui est donnée par la sous-catégorie de groupe, la sous-catégorie des groupes partiellement ordonnés. Et comme on a vérifié les deux conditions N et C, on applique et on obtient directement le résultat que j'avais déjà mentionné précédemment. En particulier, on obtient du coup une description pour les revêtements, puisque les revêtements, ce sont les éléments de la classe M étoile. Et donc, les revêtements, par rapport à cette adjonction qu'on avait trouvée déjà il y a quelques instants, sont donnés par les morphismes dans la catégorie des groupes préordonnés, dont le noyau est partiellement ordonné. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire à propos des groupes préordonnés, donc théorie de torsion et revêtement dans la catégorie des groupes préordonnés. Et maintenant, j'aimerais introduire très brièvement une généralisation aux V-groupes, contexte plus général des V-groupes. Alors, je ne vais pas réénoncer tous les résultats qu'on vient de voir pour les groupes préordonnés. Je vais juste me limiter à définir ce contexte et à montrer qu'il possède suffisamment de propriétés intéressantes pour pouvoir faire la généralisation de manière assez naturelle. Donc pour ça, revenons à la toute première définition de mon exposé, donc la définition d'un groupe préordonné. Donc un groupe préordonné, c'est donné par un groupe, une relation, telle que la relation soit à la fois réflexive, transitive et satisfasse une condition de compatibilité. Donc l'idée de la généralisation, ça va être de remplacer la notion de relation par la notion plus générale de V-relation, pour V qui est un quantal adéquat. Donc un V-groupe, ça va donner par un groupe une V-relation avec un axiome de réflexivité, un axiome de transitivité et également une condition de compatibilité. Donc voilà, ça c'est la définition informelle. Et donc maintenant, on va voir un peu plus précisément ce que c'est. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce V? V, c'est un quantal commutatif et unital, c'est-à-dire un treillis complet, donc avec un élément top qui est noté comme ça, et un élément bottom, qui est muni d'un produit tensoriel, qui est à la fois commutatif et associatif, qui a une unité notée K, et qui préserve les joins arbitraires. Ce qui signifie que pour tout élément V de V, et toute famille UI d'éléments de V, le produit tensoriel entre V et le join des UI, c'est le join de V tenseur UI. Et si on prend l'ensemble, si on considère I qui est l'ensemble vide, puisque le join sur l'ensemble vide, c'est l'élément bottom, on obtient que V produit tensoriel bottom, c'est l'élément bottom, pour tout élément V de V. Donc ça, c'est V, un quantal commutatif et unital. Maintenant, pour les besoins de la généralisation, il faut rajouter des hypothèses sur ce quantal. Voici la première hypothèse additionnelle. Donc, tout d'abord, les joins arbitraires se distribuent sur les mythes finis. Alors, pourquoi cette hypothèse? Eh bien, les V-groupes, ils ont été étudiés d'un point de vue catégorique par Clementino et Montoli. Et dans leur papier, ils utilisent cette hypothèse pour montrer que la catégorie des V-groupes est régulière, en particulier que les épimorphismes réguliers sont stables par
bac. Et donc, comme on veut avoir un contexte régulier pour pouvoir faire notre généralisation, c'est pour ça qu'on a aussi considéré cette hypothèse. Alors ensuite, la deuxième hypothèse additionnelle, c'est que le quantal V est non trivial, on dit aussi non dégénéré, donc c'est-à-dire que l'élément top et l'élément bottom sont distincts. Alors là, je ne peux pas en dire beaucoup plus, en fait c'est juste utile pour une démonstration, mais je ne vais pas la présenter aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir justifier cette hypothèse additionnelle. Et alors la dernière hypothèse qu'on ajoute, c'est que le quantal V est intégral, c'est-à-dire que l'unité pour le produit tensoriel est précisément égale à l'élément top. Et ça, c'est utile parce que dans leur papier, Clementino et Montoli ont montré que la catégorie des V-groupes est pointée si et seulement si le quantal est intégral. Et comme on veut avoir un contexte pointé, notamment en rapport avec la théorie de torsion, eh bien, on ajoute cette hypothèse. Alors maintenant, à partir d'un quantal, on peut définir la notion de V-relation. Donc une V-relation d'un ensemble X vers un ensemble Y, c'est donné par une fonction de X croix Y vers V. Alors, un exemple très simple, c'est l'exemple où le quantal V, c'est le quantal 2, donc avec deux éléments, l'élément top et l'élément bottom. Et dans cet exemple, en fait, deux relations, c'est une relation, puisqu'une relation peut être vue, une relation d'un ensemble X vers un ensemble Y peut être vue comme une fonction de X croix Y vers le quantal 2, qui associe donc à tout couple XY l'élément top si XY est dans la relation R et l'élément bottom si non. Donc en fait, toutes deux relations est une relation, et donc en ce sens, la notion de V-relation est bien une extension de la notion de relation. Alors à partir maintenant de la notion de V-relation, on peut définir ce que c'est une V-catégorie. Donc une V-catégorie, c'est une paire, XA, où X est un ensemble, et A est une V-relation sur X. Donc une V-relation de X vers X, telle que les deux axiomes suivants soient satisfaits. Donc l'axiome R dit que A de XX est plus grand que K pour tout X dans X, et l'axiome T nous dit que A de X, X', tenseur A de X', X', est plus petit que A de X, X', pour tout X, X', dans X. Et ces deux axiomes, en fait, s'appellent axiomes de réflexivité et axiomes de transitivité. Alors pourquoi cette terminologie? Eh bien, si on reprend notre exemple de quantal V égale 2, la V-relation A est du coup une relation, et ces deux axiomes, en fait, se traduisent simplement par la réflexivité et la transitivité de la relation A. Donc ça vient de là, la terminologie. Et du coup, effectivement, dans le cas d'un quantal avec uniquement deux éléments, une V, deux catégories, du coup, c'est un ensemble muni d'un préordre, c'est-à-dire un ensemble préordonné. Juste, je précise ici qu'une deux catégories, c'est pas deux catégories au sens habituel du terme, donc avec les deux morphismes, etc. Donc c'est vraiment une V catégorie pour V qui est le quantal 2. Et de même ici, on peut aussi considérer la notion plus générale de V catégorie pour V qui est une catégorie monoïdale fermée symétrique, mais ici on va se limiter juste à un quantal intégral, quantal commutatif intégral, etc., comme je l'ai défini précédemment. Ok, donc ensuite on a la notion de V, de morphisme entre deux V catégories. Donc étant donné deux V catégories XA et YP, un V foncteur, c'est une fonction entre les deux ensembles sous-jacents, X et Y, tel que A de X, X' est plus petit que B de F de X, F de X' pour tout X, X' dans X. Donc dans le cas où V c'est le quantal 2, en fait cette condition, ça veut simplement dire que si X est plus petit que X', alors F de X est plus petit que F de X'. Et donc ça, c'est bien la notion de morphisme entre deux ensembles préordonnés. Donc c'est un morphisme, une fonction qui va préserver le préordre. Et donc si on considère toutes les V catégories, tous les V foncteurs, on obtient la catégorie des V catégories, V4. Alors maintenant, un V groupe, c'est juste un cas particulier de V catégorie. Donc c'est un triplet, XA+, où XA est un groupe, XA est une V catégorie, X+, est un groupe, et la V relation A est invariante par shifting, ce qui signifie que A de X', X'' est égal à A de X' plus X, X'' plus X. Alors si on reconsidère l'exemple de V, qui est le quantal avec deux éléments, le quantal avec deux éléments,
Donc, comme on l'a vu, une V-catégorie, c'est un ensemble préordonné. Et ici, la troisième condition signifie que le préordre A est compatible avec la loi d'addition du groupe. C'est ça que ça signifie, cette condition-ci. Et donc, du coup, un 2 groupes, c'est un groupe avec un préordre qui est compatible avec la loi d'addition du groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe préordonné. Alors, il existe d'autres exemples de groupes préordonnés, comme par exemple dans de V-groupes, comme par exemple les groupes métriques de Lowire, les groupes ultramétriques de Lowire, ou les groupes métriques probabilistes, que je ne vais pas décrire ici parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, je voulais les mentionner pour montrer qu'il y avait d'autres exemples intéressants, autres que les groupes préordonnés, et que donc la généralisation, c'était pas juste pour s'amuser, c'est aussi pour généraliser des exemples aussi intéressants que les groupes préordonnés. Alors ensuite, on a la notion de morphisme entre deux V-groupes, qui est les V-homomorphismes. Et un V-homomorphisme, c'est un V-foncteur qui est en plus un homomorphisme de groupe. Et donc on obtient ainsi la catégorie des V-groupes. Donc en particulier, qui est, enfin la catégorie des groupes préordonnés est un exemple de catégorie de V-groupes. Et comme je l'ai déjà dit, cette catégorie des V-groupes, elle a été étudiée d'un point de vue catégorique. Enfin, elle a été étudiée par Clementino et Montoli, et ils ont notamment montré qu'elle est normale, et que dans ce contexte, les morphismes de descente effective coïncident avec les épimorphismes réguliers, et donc avec les conoyaux. Donc on avait vu pour les groupes préordonnés que ces deux propriétés étaient cruciales pour pouvoir considérer tous les résultats sur les théories de torsion et les revêtements. Et comme ici, ces deux propriétés sont également valables dans le cas plus général des V-groupes, eh bien, en fait, c'est ça qui nous permet en fait de faire la généralisation de tout ce qu'on a fait sur les théories de torsion et les revêtements. Et ici, dans le cadre plus général des V-groupes, donc, enfin, bien sûr, il y aura des détails techniques et des petits passages difficiles, mais sinon, il n'y a aucune obstruction majeure à une généralisation. Et donc, il y a un papier, théorie de torsion et revêtement des V-groupes, qui est pour le moment sous révision. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à propos donc des groupes préordonnés et des V-groupes aujourd'hui. Voici quelques références. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions, soit sur place, soit à distance? On pourrait présenter les groupes préordonnés comme une quasi-catégorie, une quasi-variété, pardon. Ce qui montre immédiatement que c'est complet et lié. J'ai l'impression qu'avec le V-groupe, on peut faire pareil. Bon, je peux discuter, mais j'ai cette intuition-là, qui montrerait du coup que c'est régulier. Et la question est, du coup, est-ce qu'on peut peut-être passer d'une hypothèse que tu rajoutes justement pour que ce soit régulier? Je ne sais pas, c'est juste des... Hypothèse sur V, tu veux dire? L'hypothèse sur le l'hypothèse sur quantal. V qui dit que ça doit être distributif. Alors oui, l'hypothèse, c'est une hypothèse qui est suffisante. Maintenant, je ne sais pas si elle est nécessaire. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais regarder. Et deuxième question, est-ce que donc le premier cas est basé sur les monoïdes et les groupes, et en gros, tu regardes non pas des groupes, des ordres internes aux groupes, mais des ordres internes monoïdes qui sont des groupes aussi. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à monoïdes et groupes qu'on ne peut pas généraliser pour deux catégories régulières ou une côté dans l'autre, d'avoir des résultats en mettant cette notion d'ordre comparé à une? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai utilisé la notation avec les sous-monoïdes stables par conjugaison. Je n'ai pas utilisé la définition de groupe préordonné en tant que groupe avec un préordre qui est compatible avec la loi d'addition. Oui, donc, du coup, dans la démonstration, je ne sais pas voir si je pense qu'est-ce que serait si on obtiendrait quelque chose de similaire si on remplace un groupe par un monoïde. C'est ça? Non, plus généralement, on prend deux catégories avec des hypothèses pour voir ce qu'on peut, voir quelles hypothèses on va mettre sur ces deux catégories-là pour avoir quelques hypothèses.
Voilà, enfin, oui, j'imagine bien. En fait- C'est ça que je pensais. En fait, j'avais essayé de remplacer les groupes par quelque chose qui ressemble à un groupe avec opération, mais ça ne m'a pas vraiment donné de résultats très concluants. Ah. C'est-à-dire que j'arrivais à généraliser la théorie de torsion, je pense, mais pour les revêtements, j'arrivais pas à aller tellement plus loin. Il fallait prendre à chaque fois au cas par cas. Par exemple, pour la démonstration de justement cette proposition, il faut faire une construction très particulière, et c'est ici très particulier au groupe en fait. Et du coup, à chaque fois, tu dois faire une construction pour chaque contexte, par exemple les espaces vectoriels préordonnés, puis les algèbres de Lie, par exemple. Donc, j'ai pas vraiment trouvé de généralisation. Autre question ou remarque? Other questions or remarks? Oui. Peut-être, oui, juste une remarque. J'imagine que la terminologie des groupes a été introduite par Clementino et Montoli. Oui, je pense, oui. Parce que je la trouve pas très parlante. On pourrait penser à V catégorical groupe, par exemple. Parce que V groupe, ça parle pas, quoi. Voilà, bon. Okay. Très superficiel, mais. Ben, je rebondis là-dessus. Donc, les préordres groupes ne sont pas des groupes dans préordre. Non. Donc, les V-groupes ne sont pas des groupes dans V4. Non. Est-ce qu'il y a quand même moyen de les décrire de façon interne? Parce que on pourrait trouver gênant que dans la définition, on utilise le input de V4 et le input des groupes. Oui. Est-ce qu'il y a une façon interne de donner une définition équivalente ou pas? Je ne pense pas. Les V-groupes symétriques, c'est les groupes internes à V4. D'accord. Ouais. Et puis une deuxième remarque, n'ayant pas lu le papier, pas encore, peut-être que vous exploitez le fait que quand le Cantal, il est localique, c'est-à-dire le treillis sous-jacent est un frame, alors le Cantal est en fait un Cantal de deux façons. Il est un local et il est un Cantal. Et comme le top, c'est l'unité, on a en fait un lax foncteur de l'un à l'autre qui est normal. Et donc, on a un changement de base pour les structures enrichies. Donc, à tout V groupe sera associé un V groupe, mais pas pour le tenseur, mais pour le lymphe. Et puisque c'est un local, les préordres, les V préordres, sont les préordres dans un topos. Et donc, il y a peut-être moyen d'exploiter le changement de base qui existe entre ces deux façons. Mais c'est pour ça que je posais la question si ces V groupes sont des objets internes à V4. Parce que si ça, ce n'est pas le cas, il n'y a pas beaucoup d'espoir de préserver quoi que ce soit avec un homomorphisme un changement de base. Je ne pense pas que ce soit des groupes internes. Autre question ou remarque? Other questions or remarks? Moi, j'ai encore une Hello, suggestion I pour have. une théorie des Galois qui pourrait Hello, I exister dans have le one. cadre de... Ah, sorry. First him, then you, okay? Yep. Donc, dans le contexte des groupes préordonnés, j'ai une suggestion pour une théorie des Galois qui pourrait exister. C'est la suivante. Donc, un groupe préordonné, d'une certaine manière, généralise une extension de groupe. Parce que ce n'est pas un groupe qui est inclus, mais un monoïde. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'inclusion de ce monoïde est centrale dans le sens algébrique? Donc, quand les éléments du monoïde commutent avec les éléments du groupe. Alors, ça pourrait donner une structure de Galois qui donne des revêtements et tout ça. Je ne suis pas certain si ça marche, mais c'est peut-être quelque chose à essayer. D'accord. Merci. Zurab, you wanted to ask a question? Yes, or make please. a remark? Thank you Go very ahead. much. Well, I want to make a remark that it was a very clear and very well presented talk, and thank you so much for that. And also very interesting topic and results. So my question is, I forgot my question. Oh dear. I guess that happens.
Yes, I remember now. Sorry about that. So at the end, you said that most of the results generalize, and I was curious if you could give an example of one result that does not generalize to the groups. In fact, all results I mentioned, no. Yes, in fact, for example, this lemma does not really make sense in the context of V groups because it was really particular to preordered groups where we have a presentation of a preordered group as a group endowed with a positive code. But for V groups, we don't have this presentation, a presentation like this. And so, for example, this lemma does not really make sense for V groups. But the torsion theory and the coverings, these results generalize to V groups. So am I right to say that everything that does make sense, it generalizes? Yes, I think, yes. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Other questions or remarks? D'autres questions? Non? Ben alors, je propose qu'on prend notre pause de midi. Le repas est offert, aussi à ceux qui sont à distance. And so we'll meet again at 2 o'clock. Thanks a lot. Merci. Tu n'as jamais eu besoin de complétude de Cauchy dans tes...